Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode 38, intitulé « Streaming versus salle de cinéma ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Toujours fidèle au poste? Toujours. Écoute, on a un sujet ce matin qui m'a été inspiré par deux choses. On sait qu'en ce moment, il y a la convention des salles de cinéma aux États-Unis qui s'appelle CinemaCon à Las Vegas. Exactement, oui. Et c'est là que les distributeurs et les exploitants de salles se réunissent pour juger de l'année qui vient. Exactement. On présente, avant, pour ceux qui connaissent moins ça s'appelait Show West, parce que tu avais deux shows, un à l'est et un à l'ouest. Tu avais Show East et Show West. Et c'est exactement ce qu'ils font, c'est ils montrent leurs produits et évidemment, ils font l'état de la situation. Les grands chefs des studios vont parler de l'année en cours et évidemment un peu de politique de cinéma, je veux dire, bien évidemment, ouais. de pratiques commerciales et des choses comme ça. Donc, oui, c'est en cours en ce moment. On est en avril 2025. Et c'est ça. Et j'ai pris connaissance que l'Association des propriétaires de cinéma américains ont fait des demandes aux distributeurs, à savoir de donner une fenêtre de 45 jours minimal entre la sortie en salle et la sortie sur le streaming. Et c'est ça qui m'a un peu inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Et hier, je me fais accoster par quelqu'un qui me dit « Ah, est-ce que Netflix va tuer le monde du cinéma, les salles de cinéma? » Bon, oui, tout ça, j'ai dit « OK, il y a quelque chose à faire, puis je pense que les gens doivent un petit peu aussi être au courant de ce qui se passe. » Donc, c'est un peu les raisons pourquoi je voulais avec toi regarder l'effet de la diffusion en continu comparé aux salles de cinéma, oui. Puis c'est quoi les impacts, qu'est-ce qui se passe? Absolument, absolument. Et c'est un sujet qui est d'actualité depuis plusieurs années. Et la pandémie, malgré bien des avantages et des défauts, nous a permis, puis tu l'as déjà dit souvent sur le balado, rendu disponible et de toutes les façons de sortir les films autres que le cinéma, parce qu'on était fermé pendant 2 ans. Ouais. Donc, et ça l'a répondu à des questions, parce que je me souviens, avant la COVID, les propriétaires de salles avaient beaucoup peur de ça. Que les films sortent en même temps ou pas du tout, des trucs comme ça, ben on l'a vécu très, très longtemps. On est revenu avec une fenêtre qui est, mettons, dynamique. Moi, je l'appelais coulissante. Coulissante, dynamique, qui va, quand le film est très populaire, le distributeur va augmenter la fenêtre, puis quand elle est moins, il va la réduire. Ce qui peut-être faire un certain sens, mais évidemment, les demandes que les gens font en ce moment, c'est de garder une fenêtre qui est plus rigide, afin de créer un espace entre les sorties cinéma et les sorties parce que ce qu'on a vu souvent, puis ce qu'ils reprochent, c'est que dans certains cas, sur certaines plateformes, ils vont afficher tel film disponible. Les gens pensent qu'ils peuvent l'écouter tout de suite. Non, disponible pour des réservations. Oui. Pour les dates. Oui. Aïe. Ou tel film disponible, mais dans 2 mois. Oui. Précommande. C'est précommande. Les gens sont confondus. Ils pensent que c'est disponible tout de suite, ça ne l'est pas. Ou encore là, il est disponible, oui, mais à 25 $ à la vente et non pas à la location. Il y a même des locations à 30 $. Oh. Absolument. Oh, là, absolument. C'est cher. Oui. C'est les premières semaines, il y a des locations. Après ça, les locations tombent. Après ça, l'achat devient disponible. Donc, il y a plusieurs options et plusieurs étapes, tout dépendant de la popularité du film. C'est ça. Donc, ce que je voulais regarder, c'est parce que moi, je me suis dit, écoute, c'est un phénomène qui date d'il y a longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens. Sûrement que oui. À un moment donné, les gens ont dit, les clubs vidéo vont tuer les salles de cinéma. Exact. Il y a plus de même d'une époque où tu avais un club de vidéo dans le cinéma. Oui, tu as parfaitement raison. Et oui, ça a eu sa popularité et on a parlé de plusieurs sorties technologiques. La télévision en couleur, les clubs vidéo, les DVD, les Blu-ray.
Oui, puis tu te souviens, oui, c'est ça, mais la crise du fameux cinéma maison. Oui. Hein, il y avait une boîte avec 5 haut-parleurs dedans et puis une grande télé. À l'époque, on appelait ça des grandes télés de 40 pouces. Hein, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est 2 fois ça. Ouais. Puis encore là, on s'est habitué. Donc, la mode cinéma maison aussi est éteinte, est disparue et les salles sont restées là. Effectivement. Ben, c'est que, moi, je le dis toujours, puis j'ai le même discours, c'est que le cinéma, c'est un événement. Et ça va toujours rester un événement. Et les gens, quand tu crées un événement, tu crées un intérêt de sortir de chez vous et d'aller consommer un film à l'extérieur. C'est comme un spectacle. Ouais. Donc, à coût plus mince, à distance plus courte aussi. Oui, il y a des salles de spectacle dans les villes, mais les cinémas, on peut avoir accès rapidement à n'importe quand. Donc, oui, il y a comme une dualité, selon moi, où d'un côté, on dit « Ah, mais il faut sortir des films plus vite, il faut sortir juste en plateforme, des choses comme ça. » Mais les gens se rendent compte aussi que si les films ont de la popularité sur les autres plateformes et sur les produits dérivés, c'est qu'ils ont eu une belle vie et ils ont eu un intérêt important dans les salles de cinéma. On est une vitrine de vente. Absolument, c'est ça. Parce qu'en réalité, il y a 2 tendances. La première dit écoute, c'est une compétition, le streaming est une compétition directe parce qu'il présente aussi des films et souvent rapidement après la sortie. L'autre tendance dit non, ce n'est pas une compétition pour la bonne raison que c'est pas la même expérience. Et comme tu dis, il faut sortir et c'est une sortie qu'on vend. Exact. Là, tu te souviens de la fameuse comparaison, toutes les maisons ont une cuisine, mais les restaurants fonctionne. On va tous au restaurant et même, et je veux pas être négatif, mais ça arrive régulièrement que le service n'est pas impeccable. Et on y retourne quand même. Eh oui. Donc, pour peu importe les raisons, je ne veux pas être négatif, quoi que ce soit, c'est juste une réalité que ça peut arriver que le service soit pas super. Bon, ben il y a eu trop de monde, il y a eu ci, il y a eu ça, et on y retourne quand même. Oui. Donc, il y a cette dualité-là. Moi, à mon sens, les streamings, c'est en grande partie des séries télévisées, des épisodes. On parlait de binge-watching tout à l'heure. Là, on pourra peut-être en parler sur le balado. Et moi, ma théorie, c'est que quand tu écoutes des séries télé, tu écoutes moins la télévision. C'est le cas. Tu es sûr d'une chose. Si tu écoutes, disons, le fameux Netflix que tout le monde parle, je suis convaincu que tu n'écoutes pas la TV conventionnelle. Non. Ça, je suis sûr de ça. Mais est-ce que le fait que tu écoutes Netflix t'a empêché de sortir? Pas sûr. Ben c'est ça, c'est propre à chacun. Puis même, je dirais même plus loin, Marcel, d'avoir un Netflix ou peu importe, d'avoir du streaming à la maison, je suis pas sûr que ça va t'empêcher d'écouter des émissions que tu aimes écouter. Tu sais, des émissions très populaires, on parle de stats, on parle j'écoute pas beaucoup la télé, mais j'en entends parler. C'est peut-être les films du dimanche soir qui jouent dans un canal, un poste de télé, que ceux-là vont être beaucoup moins populaires, ou ce qu'il y a des émissions en reprise ou des choses comme ça que les gens vont dire, ben non, moi je vais choisir mon film. C'est normal. Si tu vas dans une télé conventionnelle et que là, on te dit, j'ai fait cette programmation-là pour que tu écoutes, puis toi tu dis de l'autre côté, ben non, je paye juste sur Input 3, puis je peux choisir les films que je veux. C'est un peu normal que tu vas choisir un plus qu'à l'autre. Tu as le choix de l'arrêter, de le mettre sur pause. Bon, maintenant, il y a des technologies qui le permettent, mais l'accès à la facilité d'accès à ces choix-là est quand même grande. Oui, c'est ça. Donc, je peux comprendre ça. Et là, le reste, c'est de dire, bon, ben la sortie, bien évidemment, la sortie, c'est aux fournisseurs, aux propriétaires de salles de créer un endroit propice à la consommation de films, de dire j'ai envie de sortir, les salles sont belles, les salles sont propres, on a du plaisir. Ça va augmenter la note, si tu veux, même si ton film est peut-être pas nécessairement au même niveau que ce que tu aurais espéré. Mais si tu dis le film n'était pas super, mais vraiment le personnel était souriant, on a été bien accueillis, tu as eu une belle soirée quand même. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on offre quelque chose de différent. Par la sortie, c'est sûr. C'est de cette façon-là qu'on peut l'aborder. Exactement. Parce qu'on est face à, comment je dirais, là, le délai maintenant entre les sorties de films. C'est là qu'on essaie d'essayer de créer une distance. En anglais, on dirait un sweet spot, là. Oui. C'est que on voit que
les informations qu'on a, c'est que c'est pas tout le monde qui est toujours sur le même diapason et les décisions évoluent selon les résultats. Il y a des films qui prennent beaucoup plus de temps, d'autres qui en prennent moins. Je peux comprendre le principe de dire on veut évidemment aller chercher pendant qu'il y a de l'intérêt, mais d'un autre côté, si tu tues l'intérêt en salle et que tu crées un effet de mélange au niveau du consommateur, ben là, tu coupes un peu ta fenêtre de disponibilité. Au cinéma, tu coupes l'événement. C'est ce que tu fais. Même si tu fais de la pub, si le film est perçu comme un film où le client ne désirera pas ou va avoir moins le désir de sortir, bien, il va faire le raccourci de dire « je vais aller le voir en streaming parce que ça va sortir bientôt ». C'est sûr et certain que ça, c'est le défaut. Oui. Donc, c'est de trouver l'équilibre par rapport à ça, je crois. Oui. Parce qu'en dehors de ça, il y a le fameux produit qui est généré par les plateformes elles-mêmes. Et tu m'as donné l'exemple, et j'étais vraiment surpris, du fameux Electric State. Oui. C'est un film qui a coûté une fortune et qui sort comme ça. Oui. Ni d'Ève, ni d'Adam, qui apparaît sur la plateforme du jour au lendemain. Exact. Tu me dis que ça coûte au-dessus de 300 millions. C'est les informations que j'ai trouvées. C'est un film très impressionnant au niveau visuel. Et oui, ça sort sur la plateforme et sans tambour ni trompette. Exactement. Donc, ça n'a pas de sens. À quelque part, tu me dis qu'ils vont limiter inévitablement des investissements majeurs dans des films comme ça parce que pour eux, c'est pas tant... je dirais pas la qualité, mais c'est la quantité. Ben oui, je crois qu'un présentateur de contenu continu, il y a deux idées de base. La première, c'est d'aller chercher des abonnés, puis la deuxième, c'est de les garder. Oui. Donc, et le temps que tu écoutes une série télé, que tu embarques, il va être beaucoup plus long, même si tu binge-watch, que le temps que tu vas passer pour un film, même si tu l'écoutes au complet, va être beaucoup plus court. Dis-moi, binge-watch, là, j'ai binge-watch, c'est un terme anglophone. J'ai pas... il doit sûrement avoir un terme francophone. Binge-watch, c'est quand un spectateur décide d'écouter sur les plateformes en ligne les épisodes un à la suite de l'autre. Donc, la télé classique, et il y a plusieurs streamers qui vont présenter par exprès des épisodes à toutes les semaines. Oui. Et pour un peu augmenter la durée. Alors avant, la télévision faisait ça également. Donc avant, là, ça n'arrivait jamais. De toute façon, on ne pouvait pas choisir. Fait qu'il y avait un créneau horaire. Puis on voyait un épisode le dimanche soir par semaine de Game of Thrones. Mais là, Netflix, entre autres, ont créé cet effet-là de dire « je sors toute la saison d'un coup ». Mm-hmm. Et ça a créé, pour les séries qui étaient appréciées, un effet d'entraînement où le spectateur n'était pas capable de se discipliner et de garder un épisode par jour ou par semaine et voulait tout voir. C'est bien correct, là. Chacun fait ce qu'il veut. Alors d'où là est arrivé le terme binge watch, qui ça veut dire écoute en rafale. C'est ça, écoute en rafale. Je pense. Oui, ça l'a deux. Ça serait mon terme. Donc cet effet-là a été créé, mais je ne sais pas ce que j'étais quand j'ai parlé de ça, mais c'est ça que ça veut dire, là. Et ça au cinéma, ben quoique on est en train d'annoncer un projet. Puis c'est intéressant, ce projet-là. On parle des films des Beatles qui ont été annoncés hier. Ouais. On parle de 4 films des Beatles, un sur chaque musicien. Et ces films-là vont sortir dans un intervalle rapproché pour créer encore un peu cet effet de binge-watch-là. Et la manière qu'ils annoncent ça, le réalisateur qu'ils ont choisi, les acteurs qu'ils ont pris, nous indiquent qu'ils veulent vraiment aller chercher beaucoup de gens avec ça. Alors, c'est un projet qu'on présente très tôt et c'est quand même un projet... On ne sauvera pas le monde, puis on n'ira pas dans l'espace dans ça. On va juste pas chanter de la musique. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'un événement, c'est pas nécessairement un film qui va sauver la planète ou qui va exploser 14 fois. Ça peut être un film engageant avec une histoire intéressante qu'on ressent des émotions. C'est des biopics. Exactement. Et moi, je me rappelle toujours de Brian Grazer, c'est un producteur de films qui a fait plusieurs films connus, qui se vantait d'être un marchand d'émotions. Ah, c'est bon. Lui, ce qu'il voulait, c'était donner des émotions et je pense que c'est ça le secret du cinéma, de l'événement. Surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, on peut très peu être impressionné visuellement.
On sait très bien de quoi avoir l'air Avatar dans le prochain film. Hein? Oui. On le sait, là. Il n'y a pas de nouveauté, c'est terminé. Mais ce qui fait qu'on va voir le film, puis qu'on a envie de le voir, c'est les émotions, l'engagement de l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que ça résume. L'événementiel est aussi lié aux émotions. Puis les autres plateformes aussi. Oui. Les autres plateformes aussi. Mais le cinéma, bien évidemment, a cette... Puis le cinéma va utiliser la bande-annonce pour donner envie de voir le film longtemps d'avance. Donc, on crée un effet de rareté. Une attente. Une attente. On te donne un produit, on te le montre, une petite partie, donc on te tease, et ça s'appelle des teasers, et on dit, regarde à quoi va ressembler le film. Et dans un monde où l'attention est très, très courte, on est capable de durer 2 à 3 minutes pour écouter la bande-annonce d'un film qu'on attend. Donc, on va au-delà de notre taux d'attention et on est capable de dire non, je vais donner l'attention à la bande-annonce de Mission Impossible parce que je sais que c'est bon ou que j'ai envie de le voir. Et ça, bien, ça crée un effet de rareté pour dire, tu vois la bande-annonce au mois de janvier 2024, mais le film sort en juillet 2025. Oui. Et ça, c'est voulu. C'est pour créer une attente. C'est ça, créer l'événement, monter l'intérêt, faire parler entre les gens et tout ça. Et ils font très bien ça sur Superman. En ce moment, ils ont présenté un 10 minutes et ils ont fait exprès pour dire ça ne sera pas présenté ailleurs. Ils l'ont vu juste là pour créer un effet d'engouement pour ce film-là. Exactement. Puis il y a un autre phénomène aussi quand je parle de streaming, de salles de cinéma. J'ai resté surpris. Il y a des salles de cinéma qui diffusent une série télé, comment je pourrais dire, le fameux Chosen, l'élu, c'est l'histoire de Jésus de Nazareth, qui est c'est la 5e saison. Oui. Et on présente en salle de cinéma 2 mois ou 1 mois ou 2 en exclusivité. En exclusivité, les premiers épisodes. Et ça fait plusieurs années qu'ils font ça aux mêmes dates et ça donne des chiffres très, très surprenants. Et moi, si on fait ça au Québec, bien évidemment, pourquoi ne pas se servir? Oui, parce que la salle devient encore là, la vitrine pour ces diffusions-là. Et même qu'il y a des films, même au Québec, qui ont été transformés en séries. Donc, les deux peuvent se faire. Oui. On peut prendre des séries, les présenter au cinéma en exclusivité, puis je pense tout de suite aux Boys. Oui. On a sorti plusieurs films sur les Boys et on a fait une série télé après. Oui. Donc, rien qui empêche de faire ça. Moi, d'aller chercher un sur l'autre, on va avoir l'été 2026 un autre exemple d'un film très attendu qui s'appelle Le Mandalorien, qui est une série télé. Oui. Et là, on fait un film. Donc, les deux genres peuvent se mélanger d'une manière, je pense, saine quand c'est fait de la bonne manière. Ça peut être complémentaire, finalement. Absolument, absolument, parce que moi et toi, on a notre billet, mais on s'assume. On considère que c'est pas la même expérience du tout d'écouter un film à la maison et d'aller au cinéma. Une fois que tu as pris ton auto, tu es sorti, tu es allé au cinéma, c'est très rare que tu vas dire « je veux pas le voir, je m'en vais après 15 minutes ». Tu as fait en anglais, on dit un commitment où tu dis toi-même, tu as pris le temps de prendre ta soirée, tu as fait garder les enfants ou tu es allé avec les enfants, tu es allé souper. Oui. Alors, tu vas mettre dans une position d'esprit où ce que tu vas plus être attentif, je crois. Oui, puis la salle même, à la noirceur, ils appellent ça les salles obscures, pas pour rien. Oui. Les lumières sont éteintes, je regarde en avant, il y a moins de distractions, c'est plus immersif, c'est plus englobant. Je pense que c'est un des effets, alors qu'à la maison, tout peut être une distraction, en tout cas souvent, plus qu'autrement. Oui. Ton attention est moins attirée par le... Oui, puis c'est une consommation plus légère. Bon, on va aller écouter un petit épisode ou deux avant d'aller se coucher. C'est pas nécessairement ça qu'on aurait fait si on avait été au cinéma. Et le travail du propriétaire de salle, je l'ai déjà dit, je leur dis, et du fournisseur, c'est de dire, je vais te donner un produit qui va dire, non, j'ai envie de voir ce film-là au cinéma. Oui, c'est ça, exactement. Non, je pense qu'on peut, comment je te dirais, après toutes ces expériences-là, parce que si on part du début, là, au début des années 50, quand la télé est arrivée à la maison, c'était là l'événement
d'après moi, qui aurait été déterminant. Moi, tu m'as déjà dit, ça c'était avant mon temps, mais que les gens allaient dans la rue, allaient voir les magasins, dans les vitrines pour regarder les télévisions. Ici, à Joliette, oui, je me souviens. Mon père m'a dit ça, parce que moi-même, je suis né en 50, la télé est arrivée en 52 au Québec. Donc, effectivement, il y avait le cinéma d'un côté de la rue, de l'autre côté, il y avait un magasin d'appareils électroniques, il y avait une télé dans la vitrine, puis les gens s'étaient agglutinés alentour de ça, là, peut-être une trentaine de personnes, alors que le cinéma était pratiquement vide, parce que là, l'événement, c'était de voir cette nouveauté technologique-là. Et ce qui m'avait surpris, c'est que mon père m'avait dit qu'il était allé une fois à New York, au Rockefeller Center, et qu'il y avait une télé là, à l'entrée, même avant, en 1948, il y a 9 ans, et que tout le monde passait en avant, personne ne passait de plus que ça, c'était pas grave. Puis ici, ça a eu un effet bœuf, et ça a pris quelques années, mais avec ce qu'on a dit, les innovations technologiques, le fameux cinémascope qui existait à peu près pas, la couleur, cinémascope, cinérama, qu'on a déjà discuté dans d'autres balados, bien ça le son, ça ramenait le monde en salle et tout ça. Donc, c'est un peu ça qui a été la clé pour sortir un petit peu du ralentissement qui était connu. Et je pense qu'en ce moment, il y a un ralentissement parce qu'ils disent aux États-Unis, ils ont eu 7 en arrière. Nous, on est plutôt à 9, là. Oui. Bien, comme tu dis, on a notre biais, là, mais je pense vraiment que c'était lié beaucoup à la qualité des films, à la fourniture. La grève des scénaristes et des acteurs a fait beaucoup plus mal que j'aurais imaginé. Oui. Moi, je me souviens, on me l'a demandé, j'ai dit, les films, c'est long, la post-production, donc on peut un peu jouer avec le calendrier, on va mettre ça là. Et c'est ce qu'ils ont fait, entre autres, mais ils ont également enlevé des films qui étaient prêts. Et ils voulaient absolument avoir les acteurs pour les promouvoir. Et ça a vraiment chamboulé le calendrier. Et on m'a dit souvent, le COVID avait le dos large, mais la grève a eu le dos large aussi. Là. On a roulé là-dessus pour dire à cause de la grève, on a repoussé des films encore jusqu'à tout récemment où on dit c'est à cause de la grève. Je comprends que tout est lié, mais à un moment donné, les choses doivent se placer aussi. Oui, parce que l'intérêt en salle est toujours là. Tu me dis ce matin qu'on a un phénomène extraordinaire entre les mains pour la fin de semaine. Oui, bien on va voir, on va arriver demain, on est le 5, le 2 avril. Le 5, c'est parce que j'avais le film de l'année passée en tête. Mais oui, on sort un film qui s'appelle Minecraft, qui est tiré d'un jeu vidéo et des préventes très, très impressionnantes qu'on n'a pas vues depuis très, très longtemps. Donc, on voit qu'il y a un effet d'entraînement. Là. On voit les chiffres monter à l'heure près, donc c'est très, très rare que ça fait ça. Et c'est un événement qui dénote un intérêt quand même important pour un produit de film, qui est commencé avec un résultat plutôt mitigé. La première bande-annonce est sortie il y a 9 mois, ou en tout cas il y a plusieurs mois. Et évidemment, les fans de Minecraft avaient des attentes, mais évidemment, le film a dû prendre une direction et qui était prise pour les plus jeunes et les moins jeunes. Donc, mais une fois que le coût, si on veut, a été accepté, mais là, on a vu que l'intérêt avait augmenté, puis finalement, ça a l'air drôle, ça a l'air léger, puis ça a l'air quand même à respecter la clientèle qui est des joueurs qui jouent à Minecraft, qui est très technique par rapport à certaines choses dans le jeu, qui, semble-t-il, on retrouve dans le film. Donc, on a l'impression, là, avec les préventes qu'on voit, que les gens veulent consommer et on verra les résultats peut-être dans le prochain podcast. Mais tout ça pour dire que l'effet d'entraînement, l'événement qu'on parlait au début de l'émission, c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement ça. Et quand le film est là, le produit est là, le public est là. Absolument. Le public est là et là même plus qu'avant. Oui, tout à fait. Plus qu'avant. Les gens vont voir des films événements plus forts qu'avant. On a eu l'exemple, là, on en a eu plein depuis 3 ans. On a eu Avatar, on a eu Mario Bros, on a eu Barbie, on a eu Moana, on a eu Inside Out, j'en oublie d'autres. Mais c'est des films qui font « My God, il y a tombé du monde, ces films-là ». Oui, c'est ça. C'est encore plus gros. Ben écoute, c'est sécurisant. Moi, je suis content d'avoir un événement comme celui-là. Et puis, écoute, je pense que ça clôt un petit peu l'épisode Et puis, écoute, on saura se retrouver bientôt dans un autre épisode du balado
le cinéma, c'est au cinéma.